Bonjour, donc cette vidéo pour connaître les notions d'informatique, à savoir pour le bac, et aussi concernant les microcontrôleurs. Je vais en parler. Alors il n'y a vraiment pas grand chose à savoir, uniquement ce qui est en rouge, donc vous verrez, donc vous prenez des notes, il y a 3-4 choses à savoir en rouge, uniquement. Alors je vais traiter ça avec 3 exemples, 3 programmes, 3 exemples. Alors, le premier exemple, donc ici, on a une personne qui lance une balle, et on étudie le mouvement de la balle, on l'a étudié en TP. Et on fait un pointage vidéo, vous avez fait le pointage vidéo en TP. Et ce qu'on aimerait connaître, c'est l'énergie mécanique de la balle en fonction du temps. Voilà ce qu'on aimerait connaître. Donc, on dispose de 3 listes, de 3 tableaux, le tableau T, le tableau X et le tableau Y, le temps et les coordonnées X et Y. Alors, une fois que le programme est fait, on veut connaître l'énergie mécanique, mais aussi la courbe de l'énergie mécanique, la courbe de l'énergie cinétique et la courbe de l'énergie potentielle. Donc du coup, voilà, une fois que le programme est fini, voilà ce qu'on voit. Bon, alors j'explique un tout petit peu, même si c'est pas de la programmation, là ce que je fais, j'explique un tout petit peu quand même les 3 courbes. Donc vous voyez, la première courbe, c'est l'énergie cinétique. Donc pourquoi l'énergie cinétique a cette forme? Eh bien, au début du mouvement, la vitesse de la balle diminue parce qu'elle monte. Donc l'énergie cinétique diminue parce que c'est 1,5 de mv2. Voilà, puis après la balle descend, donc la vitesse augmente, donc c'est cohérent qu'on ait cette courbe-là. La deuxième courbe, c'est l'énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle, c'est mg fois l'altitude c'est y. Donc au début du mouvement, l'altitude augmente, donc mgy augmente, donc l'énergie potentielle augmente. Donc c'est normal qu'on ait cette courbe-là, et puis ensuite, l'altitude diminue, l'énergie potentielle diminue. Et ensuite, la dernière courbe en pointillé, c'est l'énergie mécanique, donc c'est la somme de ces 2 courbes point par point, la somme des valeurs de l'énergie cinétique et potentielle point par point, et on obtient ça, on obtient quelque chose de constant. Ça veut dire que dans ce mouvement, les frottements sont négligeables. Bon voilà, donc ça c'est l'objectif. Alors maintenant, comment connaître, comment réaliser le programme? Alors avant de regarder le programme, on va voir un petit peu quel calcul il faut faire si on devait faire le calcul à la main. Alors, les données, c'est ça, et notre objectif, c'est de trouver l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est EC plus EP. Je vais mettre les différentes étapes dans le raisonnement. Alors, EC, c'est 1,5 de mv2. EP, c'est mg, l'altitude, mgy. Voilà. V, alors attention, V, le vecteur vitesse, il a 2 composantes, Vx, Vy. Donc la valeur de V, c'est racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Donc pour trouver V, il faut faire ça. Vx, la définition de Vx, c'est dx sur dt. Et la définition de Vy, c'est dy sur dt. Donc ça correspond à une dérivée, mais ça correspond aussi à un taux d'accroissement, c'est-à-dire une division avec des variations qui tendent vers 0. dt doit tendre vers 0, dx doit tendre vers 0. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque je n'ai pas de fonction. Moi, je n'ai pas la fonction, j'ai certaines valeurs. Alors ce qu'on va faire, on va calculer une valeur approchée de Vx en prenant le dx le plus petit possible avec nos mesures et le dt le plus petit possible avec nos mesures. Alors comment on fait ça? Si je veux calculer Vx ici, mettons, Vx à cette date-là, la coordonnée Vx à cette date-là, eh bien le dx que je vais prendre, eh bien c'est le plus petit possible, donc c'est la différence de ce x-là et de ce x-là, ça moins ça. Et le dt le plus petit possible, eh bien ça va être la différence entre ce temps-là et ce temps-là. Donc comment on va écrire ça? Donc cette coordonnée, on va l'appeler Vxi, c'est le point i, le ième point. Et bien donc ça va être égal à xi plus 1 moins xi, divisé par ti moins 1 moins ti. Voilà, comme ça. Et vous voyez, j'ai mis environ égal parce que dt et dx ne tendent pas vers 0. C'est une valeur approchée. Donc on va voir la même chose avec Vy. Voilà. Alors ouais, on fait juste un exemple avec le premier, si on veut calculer la première vitesse. La première vitesse c'est Vx0, donc i égale 0. I égale 0, donc là ça va faire x1 moins x0 sur t1 moins t0. Voilà, Vx0 est égal à ça. Alors x1 c'est ça, donc on fait ça moins ça, Vx0, et t1 moins t0, c'est ça moins ça. Donc si on veut calculer la première valeur, il faut faire ce calcul-là. Alors pour la deuxième valeur, pour Vx1, il faudrait faire ça moins ça divisé par ça moins ça, donc Vx1, Vx2, voilà, tout ça. Ensuite Vy0, Vy1, Vy2, voilà. Ensuite on calculerait la valeur de la vitesse en 0, en 1, etc. Et on montrait petit à petit, on aurait EC, EP et EM. D'accord. Donc à
la main, ça serait très long. Donc maintenant, regardons, faisable, mais très long. Donc voyons voir le programme informatique. Alors le programme informatique est là. Donc ça c'est la masse de la bille, ça c'est la valeur de G, nos trois tableaux, les trois données. Alors ce qu'on veut c'est tracer une courbe EC en fonction du temps, EPP en fonction du temps et EM en fonction du temps. Donc pour ça il faut les valeurs, il faut un tableau avec EC, un tableau avec EPP et un tableau avec EM. Donc d'abord je crée un tableau vide. Alors tout ça c'est pas à savoir, ce qu'il y a à savoir ça sera en rouge. Voilà. Pour l'instant il n'y a rien de rouge pour l'instant, c'est pas à savoir. Donc je crée un tableau vide. Alors ensuite ça c'est une boucle, donc for in range 22, ça veut dire que le programme va effectuer ces lignes-là, vous voyez ces lignes-là elles sont décalées, on dit qu'il y a une indentation, et bien le programme va exécuter ces lignes-là 22 fois en incrémentant i allant de 0, puis ensuite i égale 1, etc., etc. Ça va faire 22. D'accord? Alors, quand i égale 0, donc on lit la première ligne, donc Vx c'est ça. Alors, la question qu'on peut vous demander, et ça il faut le savoir, il ne faut pas connaître cette formule par cœur, mais on peut vous demander à quoi sert cette ligne. Cette ligne, elle sert à calculer la valeur de la coordonnée Vx. Voilà, donc ça en rouge. Voilà, ça il faut savoir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut vous poser, voilà, à quoi sert cette ligne, mais des trucs simples. D'accord? On peut vous demander à quoi sert cette ligne-là, par exemple. Voilà, des trucs, c'est de la physique, ça c'est pas tellement de l'informatique, ça c'est de la physique. À quoi sert cette ligne? Donc là, puissance 0,5, vous savez que ça correspond à racine carrée, donc ça c'est le calcul de la valeur de la vitesse v. D'accord? Alors ça on peut vous demander. D'accord? Voilà, donc là on a la valeur de c, la première valeur de vc pour i égale 0, la valeur de pp, alors vous voyez EM, alors on peut vous demander de compléter cette ligne. EM c'est égal à EC plus EPP, voilà, il faut écrire ça. Voilà, c'est des questions de physique qu'on va vous poser. Mais bon voilà, dans un environnement informatique, alors voilà, il faut un tout petit peu voilà, avoir vu, quoi, être habitué. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir, donc là, on a trouvé la valeur de EC, EPEM, et maintenant il va falloir les mettre dans le tableau. Et bien ces lignes-là servent à ça. Dans le tableau EC, happen ça veut dire ajouter. On ajoute la valeur de EC qu'on vient de calculer. D'accord? Pareil ici. Donc une fois que quand le programme est ici, il a rempli la première valeur de EC, EP, EM. Et ensuite il recommence avec i égale 1. Donc il recalcule Vx, Vy, etc. Et il ajoute la deuxième valeur, etc. Et ensuite la troisième valeur, donc petit à petit ces tableaux se remplissent. Et à la fin, il y aura 22 valeurs. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à tracer la courbe EC en fonction du temps, et l'instruction c'est ça, c'est plot. Plot ça veut dire qu'on marque, on met des points, voilà, on met des points sur la courbe. Donc alors plot, l'instruction c'est l'abscisse et l'ordonnée, donc l'abscisse c'est le temps, et l'ordonnée c'est EC, pour le deuxième point c'est le temps, l'ordonnée c'est EPP, le temps et EM. Et donc du coup, voilà, on obtient ça. Voilà, et ça c'est ici, là, c'est pour différencier les différents graphes. Voilà, EC, vous voyez, EC c'est celui-là, c'est un petit disque avec un trait, comme ça. EPP c'est des croix avec un trait, les croix elles sont là, puis avec un trait. Et EM c'est des pointillés. Bon, voilà, ça à différencier. Bon voilà, donc voilà ce qu'il y a à savoir ici. Alors maintenant, l'exemple 2, j'ai pris comme exemple le montage que vous avez étudié dans le TP sur le condensateur, l'atelier TP sur le condensateur. Le dernier montage, il y avait cette instruction-là. Donc je reprends, bon, je pense que vous connaissez la condition, l'instruction de condition if else. Je voulais vous rappeler. Donc dans le programme Total 1, ça représentait le temps caractéristique d'un circuit RC. Donc si le temps, alors je lis, donc si le temps caractéristique, un taux, est supérieur à 100, eh bien il y avait une sonnerie qui sonnait. Voilà. Et si le temps caractéristique n'est pas supérieur à 100, c'est else, donc sinon, la sonnerie ne sonne pas. Par exemple, si le temps caractéristique vaut 30, d'accord, et bien la sonnerie ne sonne pas. Donc c'est pour ça que quand votre main était loin de la plaque d'aluminium, vous aviez un temps caractéristique de 30, ça ne sonnait pas, et elle s'approchait de la plaque d'aluminium, le temps caractéristique était égal à 150 ou 200, et là ça sonnait. D'accord? Bon, if else, donc la condition sinon, je pense que vous connaissez. Enfin, troisième exemple, alors dans le troisième exemple je vais vous expliquer deux choses, l'instruction while
et le microcontrôleur. Vous voyez, ici, là, j'ai dessiné une partie de microcontrôleur. Alors, j'encadre en rouge. Hein, là, tout ce que je dis sur le microcontrôleur n'est pas à savoir, mais bon, voilà, dans un énoncé d'exercice, on peut vous dire, on utilise un microcontrôleur. Donc, en gros, il faut, d'une façon générale, savoir ce que c'est, mais juste ça. Donc, un microcontrôleur, c'est tout simplement une carte électronique qui permet de faire des mesures, et ces mesures sont exploitables dans un programme informatique. Voilà. Par exemple, si je fais des mesures avec ça, hein, avec ce voltmètre-là, donc là j'ai une tension, mettons, mais cette tension-là, elle s'affiche, je ne peux pas l'exploiter dans un programme. Hein. Tandis qu'avec cette carte-là, voilà, la tension UC, elle se trouve enregistrée dans une case mémoire qui s'appelle Analog Read, et cette case mémoire, on peut lire le contenu de cette variable Analog Read et faire des calculs avec. Voilà, c'est ça la différence. Okay. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir sur le microcontrôleur. Alors, quel est l'objectif de ce dernier programme? Alors, vous voyez, quand on utilise un microcontrôleur, c'est à la fois des mesures expérimentales et un programme informatique, hein, c'est les deux. Alors, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est déterminer la constante de temps d'un circuit RC. Hein. Voilà, on a un circuit RC, donc on charge le condensateur, on le décharge. Voilà, donc je vous rappelle, hein, donc il est chargé, sa tension est de 5 volts, et puis quand il se décharge, il va se décharger lentement, comme ça. Donc ça, c'est pas dans le programme, hein, c'est moi qui ai mis ça pour comprendre. Voilà, il se décharge, voilà, et nous, on voudrait connaître la constante de temps. Alors, si on a ce graphe, quelle est la valeur de la constante de temps? Eh bien, nous, on sait que quand T est égal à taux, hein, quand T est égal à la constante de temps, la tension du condensateur, lors de sa décharge, c'est 37% de sa tension initiale. Hein. Autrement dit, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, hein, quand T égale taux, eh bien, la tension du condensateur, c'est 0,37 fois E, hein, c'est-à-dire 0,37 fois 5. Et 0,37 fois 5, ça fait 1,85. Donc je me place à 1,85, je me place ici, et la constante de temps, bon, en gros, voilà, c'est par là, ça fait dans les 0,6, d'accord? Voilà. Graphiquement, c'est ça. Mais ça, je voudrais le trouver avec le microcontrôleur et que le programme me donne 0,6 à la fin. Il me donne 0,6. Alors, comment on peut faire? Eh bien, voilà, l'idée, c'est de faire ça. C'est-à-dire qu'à t égale 0, quand l'interrupteur est fermé, eh bien, le microcontrôleur fait des mesures en continu. Il fait des mesures de UC. Donc, UC va être égal à 5 volts, 4,8 volts. UC va diminuer. Et il affiche ces mesures. Voilà. Et en même temps, quand on ferme l'interrupteur à t égale 0, on chronomètre. Hein, on fait un chronométrage du temps qui s'écoule. Et on demande au microcontrôleur d'afficher la durée écoulée et la tension. Tant que, voilà, c'est important le mot, tant que la tension est supérieure à 1,85. Et à partir du moment où la tension sera égale à 1,85 et inférieure à 1,85, on lui dira d'arrêter le chronométrage et d'arrêter la mesure de la tension. Et d'afficher la dernière durée calculée, la dernière durée mesurée, et ça donnera taux. D'accord? Donc voilà, donc l'instruction c'est tant que. Alors maintenant voyons voir d'un point de vue programme ce que ça donne. Alors je vous dis, la seule chose qu'à savoir, c'est le truc qui est écrit en rouge, c'est while, c'est tout. D'accord? Alors j'ai fait une petite simplification hein, dans le montage. En fait, le montage est un peu plus compliqué que ça. Il faut d'abord charger le condensateur et ensuite le décharger. Et donc le programme, il est un peu plus long. J'ai pas mis la première partie pour pas alourdir. Hein. Donc nous, on va supposer que donc le programme ferme l'interrupteur, hein, voilà, parce que ce programme peut être commandé par la carte, par le microcontrôleur, hein, cet interrupteur là. Cet interrupteur, il peut être contrôlé par le microcontrôleur, hein, fermer, ouvrir par une instruction. Donc on suppose que il y a la partie du programme que je ne décris pas où l'interrupteur est fermé. Voilà, ça je ne le décris pas, d'accord? Et ça c'est le début de mon explication. Voilà, donc juste avant, donc l'interrupteur vient d'être fermé par le microcontrôleur. Donc il nous faut la date t égale 0, la date de référence. Alors on utilise la fonction milli, c'est pas savoir tout ça, hein, je veux dire, mais c'est pour expliquer. Alors cette fonction milli, c'est tout simplement, on lit la valeur du temps de l'horloge interne de l'ordinateur ou du microcontrôleur, et donc c'est une heure précise, hein, en heures, en minutes et en secondes, hein, par exemple, je sais pas, 12 heures 53 minutes, 25 secondes et 562 millisecondes, voilà, c'est une certaine date, et cette date on l'appelle T0. Donc la valeur de la tension initiale c'est 5, et donc là on lit, tant que
la tension mesurée est supérieure, ça vaut 1,85, eh bien le programme doit lire ces 5 lignes-là. Vous voyez, il y a une indentation, il y a un décalage. Donc tant que la tension est supérieure à 1,85, il va lire en continu ces lignes-là. Alors voyons voir un peu les lignes. Alors la première ligne, vous voyez, on retrouve analog read. Alors il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que analog read, le contenu de cette variable, le contenu de cette case mémoire, c'est un nombre entier. Et ce nombre entier varie entre 0 et 1023. Donc 0, ça correspond, le nombre entier 0 correspond à une tension de 0 volts, et le nombre 1023 correspond à la tension la plus grande possible mesurée par le microcontrôleur, c'est 5 volts. Alors si la valeur d'analog read, mettons, ça soit pile entre 0 et 1023, on va dire donc 512, mettons que ça soit 512. Eh bien, quelle tension ça va faire? Ça va faire 512 fois 5 divisé par 1023, et donc ça va donner 2,5 volts. Donc cette ligne, elle permet de passer d'une tension numérique, donc c'est-à-dire un nombre entier, à une tension analogique. Voilà, c'est la conversion numérique analogique. Voilà, ça permet de passer de l'un à l'autre. Donc comme ça, on a des volts, si vous voulez. Alors ensuite, cette ligne-là, eh bien cette ligne-là, ça permet d'avoir la durée qui s'est écoulée depuis le début, depuis la fermeture de l'interrupteur. Voilà, donc on appelle la fonction milli, c'est-à-dire l'horloge, la valeur de l'horloge, et on retranche ce temps-là au temps du début. Et donc du coup, on a le temps écoulé depuis la fermeture. Voilà. Et ensuite, on demande d'imprimer sur une fenêtre la durée et la tension. D'accord. Alors tout ça, tant que la tension est supérieure à 1,85. Alors délai, donc ça veut dire toutes les 10 millisecondes. Donc du coup on obtient ça, vous voyez, on obtient un tableau, voilà. Donc ça c'est la durée écoulée depuis le début, et la tension, voilà, qui décroît, voilà. Donc il y a cet affichage, donc il y a ces lignes sont exécutées tant que la tension est supérieure à 1,85. Et vous voyez, à un moment donné, la tension devient inférieure à 1,85 et il n'y a plus d'affichage là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc dans cette durée, à ce moment-là, eh bien l'ordinateur sort, le programme sort de la boucle parce que la tension est inférieure, cette condition n'est plus vérifiée. Voilà, alors donc une fois qu'il est sorti de la boucle, eh bien qu'est-ce qui s'affiche? Eh bien on demande d'afficher taux égal, voilà, c'est ici, taux égal. La dernière valeur affichée de la variable temps, ici, c'est-à-dire 0,64, voilà, on recopie cette valeur-là, et puis on met seconde. Et donc ça, c'est la constante de temps. Donc, voilà, quelle est la différence entre while, l'instruction while, et l'instruction for i in range? Donc for i in range, on connaît le nombre il faut préciser le nombre de boucles à effectuer. Donc, tandis que la fonction while, on ne connaît pas le nombre de boucles à effectuer. Donc on utilise while quand on ne sait pas combien de boucles on doit faire. C'est dans ce cas-là qu'on utilise la fonction while. Et bien voilà, j'ai fini pour ces notions.